Reportage. Je vais commencer avec les 1 an et demi de Timothée. Comme ça, c'est un peu le déclencheur, quoi. Donc après avoir fait des séances de médecine normale, donc le médecin, il me parle de mon fils et il me dit, en fait, quel âge a votre fils? Donc je dis, il a 1 an et demi. Et il me dit, est-ce que vous savez à peu près quel âge vous avez quand vous avez quitté le Congo? Moi, j'avais, je crois, 4 ans. Parce que c'était 99-2000. Donc moi, je dis que ça n'a rien à voir. Timothée, il a 1 an et demi. Moi, je suis partie du Congo, j'avais 4 ans. Donc je vois pas le rapport. Ouais. Donc il me dit de continuer à faire de l'écriture automatique. C'est en fait se mettre seul face à une feuille et essayer d'écrire tout ce qui nous vient par la tête. Donc à ce moment-là, ça aurait pu être des souvenirs du Congo, mais n'importe quoi, hein. Vraiment tout ce qui me passait par la tête. Et en écrivant, donc en faisant mon écriture automatique, là, je me souviens de... Enfin, j'ai une vision. Ouais. C'est vraiment ça, hein, vraiment une image, quoi, qui est très claire, d'une épaule qui marche, quoi, de quelqu'un qui marche dans un champ et il fait nuit. Il fait bleu, quoi. Et donc là, ça je l'écris. J'en parle au médecin, il peut pas faire grand chose, quoi. On essaye de voir à quoi ça mène, mais à ce moment là ça mène pas à grand chose. Puis en parlant avec ma mère, parce que je lui ai raconté un peu mes séances, et elle me dit mais c'est marrant, raconte-moi plus précisément. Et je lui dis il fait vraiment nuit, je vois la lune d'un côté et je vois ton épaule. Et là je dis ton épaule, en plus je le dis là comme ça. Elle me dit oui, en fait c'est mon épaule, parce que à ce moment là je sais pas ce qui se passait à Bukavu, mais je crois qu'il y avait une espèce d'exode. Les gens quittaient la ville parce qu'il devait y avoir des bombardements ou une attaque prévue. Tout le monde est au courant, donc on quittait la ville. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais la plus petite de la famille. Je crois qu'il y avait... donc je suis la 4e, donc voilà, c'est ça. Et Eliel n'était pas encore née. Et donc, on s'est perdus. On a perdu mon père et mes frères et sœurs. Et donc, il n'y avait plus que ma mère et moi. Et elle cherchait, je sais pas, un endroit où se rendre. Et donc, c'était la nuit. Non, c'était pas la nuit, c'était le matin. Ouais. Et c'est ça en fait mon souvenir, c'était un vrai souvenir. Moi je pensais que c'était une vision, et c'était vraiment un souvenir de quand j'avais 1 an et demi, de ma mère et moi en fait qui ont perdu. Et je me rappelle, j'avais une sensation de froid. Alors je crois qu'il faisait pas froid cette période, et c'est parce que j'avais fait pipi sur ma maman. Et ça je m'en rappelais en écrivant cette sensation de froid, quoi. Et c'est ta maman qui m'a confirmé. Ouais, elle m'a dit tu m'as fait pipi dessus et tout. Super. J'étais sur son dos, c'est pour ça que je voyais son épaule. Oui, c'est ça aussi, elle me portait au dos. Du coup, est-ce que tu peux redonner un peu de contexte géopolitique? C'était quel Congo déjà? C'est Congo-Kinshasa? Congo-Kinshasa, ouais. Et est-ce que tu sais un petit peu ce qui se passait à l'époque? En vrai, pas du tout. Franchement, je suis très peu renseignée. Et ça, c'est parce que je suis toujours dans l'optique de, je crois, me protéger un peu trop de la vérité, en fait, de ce qu'on a vécu. Mais, alors, ce que je sais que ma mère m'a dit, c'est qu'à ce moment-là... Donc nous, on vivait à Bukavu. Bukavu, c'est à la frontière du Rwanda. Et c'est même aujourd'hui encore un lieu assez stratégique où il y a beaucoup de combats, de conflits. Et donc à ce moment-là, je crois qu'il y avait eu une espèce d'information comme quoi des rebelles allaient attaquer la ville. Et même qu'il allait y avoir des bombardements, je crois. Et c'est pour ça que toute la ville, donc tout Bukavu, en fait partait en exode, quoi. Tout le monde allait soit au village, soit dans d'autres villes en fait, mais il fallait quitter Bukavu. Donc ça c'est un peu le contexte, mais est-ce que si je pouvais être plus précise, je crois que je suis née, c'était déjà les conflits et ça a un peu continué. Bon, en fait ça continue jusqu'à maintenant, mais par gros épisodes. Là c'était un des plus gros épisodes en tout cas pour moi, quoi. La fuite de Bukavu, parce qu'après ensuite on est revenu, quoi. Et il y a eu d'autres choses. C'est vrai que volontairement, je vais pas piocher trop près parce que j'ai l'impression que c'est trop vrai pour moi encore d'avoir des détails, quoi. T'as jamais eu envie non plus de poser des questions à mes parents? À tes parents? Ouais. En fait, si. Parce que j'ai besoin de savoir justement leur histoire, parce que je me dis que moi, ma petite histoire, elle fait partie d'une plus grosse. Et du coup, avec le suivi psychologique, j'ai été obligée. En fait, à un moment de dire à mes parents, mais surtout ma mère, parce en fait, ma mère et mon père l'ont vécu différemment. Et ma mère était avec nous. Mon père était déjà en fuite quand... Enfin, pas 1 an et demi, mais pour la suite, en tout cas. Il était plus du tout avec nous. Du coup, j'ai demandé à ma mère de me raconter. J'ai besoin de savoir ce qu'elle a vécu, parce que j'ai besoin de savoir si mes souvenirs sont vrais. Et en même temps, ce qu'elle a vécu, enfin, j'ai envie de dire... c'est elle qui me parle, quoi. C'est pas moi qui vais faire des recherches sur Internet, qui voit des trucs... extérieur et qui ça devient trop vrai, alors que je l'ai vécu finalement en étant ici. J'ai l'impression que c'est un peu faux, tu vois. Et même si elle me le raconte, ça reste une histoire que si je vais au pays, si je vais chercher
des vidéos, des articles, des films. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films, tu vois. Je sais qu'il y en a pas mal, mais je regarde pas de films sur ce qui s'est passé au Congo. Je peux regarder partout dans le monde, mais au Congo, c'est trop vrai, c'est trop... je sais pas, je trouve que, en fait, peut-être parce que j'étais jeune, j'ai trop intériorisé, quoi. Toutes les peurs, toutes les angoisses. Et en fait, ça ressort. Vraiment, ça ressort... Dès que je parle de guerre un peu trop vraie, j'ai regardé la dernière fois un film, enfin c'était il y a quelques années en fait, c'est Tu ne tueras point. Et il y a des scènes de guerre, et j'ai pas pu regarder les scènes de bombardement. Je me rappelle, on était avec quelques amis à la maison, et j'ai arrêté, je suis partie, et j'ai pleuré, parce qu'en fait c'est des bruits que je connais. Et je sais pas, pourtant j'avais déjà vu d'autres trucs de films de guerre, hein, mais là je sais pas, ces bruits étaient trop vrais pour moi, quoi. J'avais l'impression d'être dans ma maison à Bukavu et d'entendre les bombardements qu'on avait entendus, quoi, et les mitraillettes. Je dis toujours pour rigoler, mais c'est pas drôle, hein, que c'était ma berceuse, quoi, tu vois, parce que je connais que trop bien le bruit des mitraillettes, quoi. C'est un bruit que tu peux pas oublier. Et donc du coup tu disais que ton père avait pas vécu du coup la guerre de la même manière que ta mère. Ils ont été séparés à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé En fait c'est un peu fou, hein. Là, on rentre quand même dans... Moi, j'ai toujours à mes parents qu'ils ont vécu un film. Là, on rentre quand même dans le film pur. Parce que, en fait, mon père, il travaillait pour une association de défense des droits de l'homme, à ce moment-là. Et donc, il a été... en allant au travail, en fait, il a vu qu'il était en danger, parce qu'il y avait des milices qui tournaient autour de son travail. Et je crois que ce jour-là, d'ailleurs, il était parti au travail à pied, alors qu'il allait tout le temps en moto. Donc déjà là, grâce, parce que le Seigneur l'avait protégé, parce qu'en moto, on t'entend arriver, quoi. Et il était allé, peut-être même par un autre chemin, je sais plus exactement, pour le coup, ce que ma mère m'avait dit. Mais donc, mon père a vu ça, il a vu les gens aux portes de son travail, et donc, hop, il est parti. À cause de son action, en fait, hein, pour les droits de l'homme, principalement. Et du coup, là, effectivement, hein, c'était ni une ni deux, je crois qu'on réfléchit pas trop. Et il est parti, je sais plus s'il était seul, je pense pas. Hein. Je pense qu'il était avec un de mes oncles, enfin collègue, mais qui est devenu oncle du coup. Ils sont partis. Et donc à ce moment-là, ma mère, elle est restée. Elle avait donc 4 enfants. Et je dis, c'est vraiment là le film, parce que ma mère, elle dit que en fait, ils étaient tellement... alerte de ce qui se passait, de ce qui se faisait au niveau des droits de l'homme, que mon père, il avait fait regarder plein de films à ma mère. Et elle dit finalement, tu vois, que c'était comme si ces films, c'était des préparations. Parce que donc, il est parti, il était en fuite pendant un long moment. Je crois qu'il y a une période où il est revenu, mais il est reparti. Parce qu'en fait, vraiment, c'était compliqué, il pouvait pas rester là. Et puis, il était un petit peu... il savait où aller. Donc, il savait qu'il y avait un bureau Amnesty International, je crois, en Ouganda. Donc ça, c'était un petit peu les infos qu'il avait en même temps avec ma maman. Donc il a dû partir en Ouganda, mais je crois qu'il avait fait peut-être un séjour autre part entre-temps. Et ma mère, quelques temps plus tard, elle reçoit une lettre, en fait, de mon père, qui lui dit, Esther, si toi tu pars pas aussi, je te reverrai plus jamais. Et là, ma mère, hop là, on continue toujours dans le film avec ses 5 enfants et tous les films qu'elle avait regardés, en fait, de fuites, de gens qui travaillent dans le ministère des droits de l'homme. Et ben là, bam, elle fait ses valises, elle organise notre départ, mais alors très réfléchie, parce que finalement, elle savait pas si on était surveillés ou pas. Je pense qu'elle pourrait confirmer qu'on était surveillés, mais moi, je sais plus. Et donc, elle fait partir nos valises à un tel endroit, nous, autre part. Elle s'organise aussi avec, du coup, la femme du collègue de mon père, ma tante, parce qu'elle avait 3 enfants, et donc, il était parti avec mon père, son mari. Et donc, pareil, elles organisent une fuite avec 9 enfants. 9 enfants, ça fait ? Je sais plus, bref, avec beaucoup d'enfants. Elles organisent la fuite de Bukavu jusqu'en Ouganda, où on arrivera et on sera pris en charge par Amnesty International. Mais ça, c'est vraiment... moi, j'arrive même pas à m'imaginer, quoi, parce que on est dans une zone de conflit, on est potentiellement recherché, elle est avec tant d'enfants, un bébé, et là, c'est plus moi, c'est ma petite sœur qui, justement, a 3 mois. Donc 5 enfants, pas 4. Et je crois que mes cousines étaient tout aussi jeunes, hein, elles devaient avoir 1 an, quelque chose comme ça, quoi. Et elles doivent partir, ne pas se faire repérer, payer pour passer de Goma, du coup, c'est une autre ville, jusqu'en Ouganda, quitter sa famille, tu sais pas si tu vas revenir. Donc en fait, elles prennent, je crois, juste des sous, mais pas de souvenirs, pas de... En fait, rien. Et à un moment, nos papiers d'identité, c'était même, je crois, juste un sachet où il y avait écrit avec, je crois que c'est l'OIM, l'Office International pour les Migrants, ou un truc comme ça. C'était d'autres pièces d'identité, quoi. Parce qu'il y avait rien d'autre. Donc ouais. Et après, vraiment, il y a eu un travail
quand même extraordinaire d'Amnesty International et de l'OIM, parce qu'ils nous ont complètement pris en charge. Et là, c'est la partie que j'ai envie de dire que je connais le moins. Parce que donc, du Congo, on est arrivé en Ouganda. De l'Ouganda, on est passé au Kenya. Et du Kenya, on est arrivé en France. On savait même pas si mon père était vivant, pour le coup. Parce que finalement, ma mère, elle a reçu cette lettre. Elle est partie, mais elle n'a pas vu mon père. Elle l'a retrouvé qu'en France. Ouais. Je sais pas combien de mois après sa fuite, quoi. Peut-être 9 mois, quelque chose comme ça. Peut-être moins. Hein. Ouais. Là, c'est 9 mois d'un enfant, finalement. Je sais pas exactement combien de mois. Je sais que c'était une histoire de mois, mais peut-être 6. Je sais plus. En tout cas, c'est sûr que quand mon père est parti, ma petite sœur, elle venait à peine de naître et elle a quasiment fêté ses 1 an. Elle savait pas ce que c'était un papa. Parce qu'elle l'avait pas vu, quoi. Ouais. Un peu particulier. Ta famille était donc visée spécifiquement à cause du boulot de ton père ? Oui, c'était vraiment c'est le boulot de mon père et du coup de mon oncle, parce que vraiment ils étaient vraiment engagés, hein, ils étaient activistes, c'était c'était leur activité principale, hein, je crois bien. Mon père, il parlait à la radio, il écrivait des articles, donc il essayait d'éveiller les esprits un petit peu sur ce qui se passait. Et l'association pour laquelle il travaillait, c'était Héritiers de la Justice, je sais pas si je l'ai dit. Mais vraiment, c'était, ils étaient engagés, quoi. Et justement, je crois que c'était une des causes pour lesquelles on n'a peut-être pas retrouvé mon père tout de suite, c'est que lui était menacé, mais Amnesty International doit faire un travail pour savoir justement, est-ce que c'était juste mon père, ou est-ce que toute la famille aussi, compris, était menacée. Donc là, il y avait tout un truc de... je crois qu'on en parle souvent, hein, les réfugiés sont interrogés pour... voir si les versions qu'ils racontent sont les vraies, est-ce que c'est toujours les mêmes choses, tout ça. Et là, je crois qu'il y avait tout un travail de vérification pour savoir, oui, elles sont vraiment menacées, elles aussi, si elles restent là-bas, elles vont être tuées, quoi. Ouais. Tu te souviens pas du tout de la vie que tu as vécue au Congo, en fait? Si, j'ai un souvenir. Ouais. C'est mon seul souvenir. Ah ouais, ok. Mon seul souvenir, mon bon souvenir. Ah oui, c'était quoi ton souvenir? C'est vraiment trop bizarre. C'est le seul souvenir clair. J'en ai un autre un petit peu, mais je ne sais pas trop. Et là, en fait, c'était un jour, j'allais pas à l'école. Je crois parce que je voulais pas. Je suis pas sûre que... Je crois que j'avais l'âge d'aller à l'école, mais j'avais pas envie. Et ouais, c'est bizarre. Déjà rebelle. Je suis pas du tout quelqu'un de rebelle, mais non, c'est clair. À ce moment-là, j'étais rebelle. Et en fait, mon père, il m'emmenait justement à Héritiers de la Justice. Donc là, j'ai 3 ans pour le coup. C'est peut-être pour ça que c'est un souvenir clair. Il m'emmène en moto. Et on passe sur, je sais pas, une grande route. Et on voit d'ailleurs, on passe devant l'école. Et je vois ma sœur, elle était... accrochée là au grillage, et apparemment elle s'enfuyait souvent de l'école, c'est pour ça que j'avais pas envie d'aller à l'école. Donc je la vois toute triste et tout, et on passe, et mon père m'amène au bureau, et je me souviens parce qu'il me prend, il me sort de la moto, il me porte dans ses bras, il me met sur un mini frigo, et mon oncle, donc celui qui travaille avec lui, qui est parti en fuite, me ramène un paquet de beignets, et du coup je mange plein de beignets, et voilà. J'étais un gros bébé à ce moment-là, donc on sait pourquoi, et ça c'est mon souvenir le plus clair, quoi. Je me rappelle, il faisait beau, il y avait du soleil, je crois que, je sais plus, peut-être même que je me rappelle ma coiffure, mais je suis pas sûre, et que je portais une robe, et donc j'étais sur un mini frigo et je mangeais des beignets. Ok. Ça c'est un souvenir, c'est mon souvenir joyeux parce qu'il faisait trop beau. Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert un petit peu en faisant cette psychothérapie? Est-ce que tu avais des souvenirs déjà un petit peu avant? J'en avais, ouais. Et il y en a plus qui sont revenus, ou c'est juste que t'as un peu redécouvert la vérité sur des souvenirs que t'avais mais qui n'étaient pas... Mais c'est plutôt ça. Ouais. J'ai redécouvert vraiment la vérité sur tous mes souvenirs. J'ai gardé un bon souvenir, c'est l'unique. Mon souvenir le plus clair, on va dire, en fait, et ben, avec ce suivi, je me suis rendu compte qu'il était complètement erroné. J'ai toujours pensé... Enfin, je savais que ce que j'avais vécu était vraiment, j'ai envie de dire, reculé dans mon esprit, mais j'avais quand même ce souvenir qui était très clair et dont je parlais à tout le monde. Du coup, je crois que tu avais dit, même à toi, je t'en avais parlé, à mon mari, c'était vraiment, voilà, pour expliquer le contexte et l'horreur qu'on avait vécu. Je racontais ce souvenir à tout le monde, qui était donc, quand j'étais petite, je me souviens être dans notre maison, on avait une maison individuelle, et il y avait des bombardements et des tirs de mitraillettes, justement, voilà, à ce moment-là. Et on était avec mes parents, mes frères et sœurs et ma cousine qui vivait avec nous. C'est ma sœur, en fait. Hein. Et donc, ma mère, elle nous disait de nous cacher. On devait se cacher des fenêtres, des portes, de tout point de lumière, en fait, enfin, un endroit où on pouvait avoir notre ombre, tout simplement, pour pas que les soldats qui étaient derrière se disent « Ah, il y a des gens dans la maison, et on va tirer partout, on va rentrer et on va les tuer ».
Ça, je me rappelle encore de cette scène et je vois et j'entends ma petite sœur qui pleure. Et là, je me dis, mais bébé, tais-toi, parce que vraiment, si tu pleures encore aussi fort, on va nous entendre, on va rentrer, on va nous tuer. Et vraiment, je me souviens le visage de mes frères et sœurs qui se cachaient sous les lits, je sais même pas si c'était un lit superposé, je pense pas, mais en tout cas sous un lit quoi, qui se cachait là, nous dans les couloirs, et ça c'est vraiment une scène qui pour moi était vraie, c'est mon souvenir le plus clair. Et donc quand je fais cette écriture automatique avec le psychologue, j'écris ça, quand j'en parle en tout cas à ma mère et je lui raconte ce souvenir, elle me dit mais Elisabeth ton souvenir il est complètement, enfin c'est vrai, mais le bébé qui pleure c'est pas ta sœur en fait, c'est toi parce que ta sœur était pas née. Et là, à ce moment-là, quand ma mère elle me dit ça, je suis de nouveau dans cette scène et en fait je la revois pour de vrai et en fait cette scène je la vois en hauteur, ce qui n'était pas normal puisque j'étais la plus petite, je devais la voir, je devrais voir ma mère de bas et en fait non, je la vois en hauteur. Je vois un pied de bébé et c'était mon pied en fait parce que c'était moi le bébé qui pleurait et moi bébé je me disais arrête de pleurer, on va nous tuer. Et j'avais effectivement 1 an et demi. Et maintenant que j'ai ce souvenir parce que ma mère elle m'a pas raconté, hein. En fait, elle m'a juste dit, c'est toi le bébé, c'est toi qui... Ça m'a ouvert les yeux, je sais pas, comme une vague de vérité s'est abattue sur moi. Et d'un coup, je vois la scène. Je vois la scène en hauteur, je sais que je suis dans les bras de ma mère, effectivement. Je vois que je suis dans la chambre de mes parents. Et j'ai plein de... Enfin, tout, en fait, tout est clair. Je vois vraiment mieux la maison, je vois vraiment mieux les couloirs, je vois les barreaux qu'il y avait à la fenêtre, que je voyais pas avant. Et je vois même mon père apparemment qui était là aussi et qui était pas du tout, qui était complètement effacé de mon souvenir à ce moment-là. Ah, c'est fou. Est-ce que toi t'as senti que t'avais envie justement de guérir ou est-ce que t'as eu cette envie justement de replonger un peu dans tes souvenirs ou tu t'es un peu dit genre ok il faudrait que je le fasse parce que je suis un peu malade physiquement mais pas trop envie quand même Bah en fait un peu des deux. Je voulais pas avoir trop de souvenirs parce que, comme je disais tout à l'heure, je me protège. Mais en fait, justement, le médecin me disait que j'avais mis trop de mécanismes de protection qui m'empêchaient au bout d'un moment d'avancer, quoi. Donc je savais que j'avais pas le choix. Si je voulais avancer et ne plus subir tous ces maux, il fallait que je fasse face à mon passé. Et là, du coup, j'étais motivée, quoi. Je voulais savoir plein de trucs, j'ai posé plein de questions à mes parents, à ma maman. Elle m'a tout raconté et peut-être que depuis maintenant, je me protège un petit peu moins et j'ose un peu plus me renseigner sur ce qui se passe, sur les choses quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est venu d'une nécessité. Je pense que je l'aurais pas fait de moi-même. J'aurais pas. J'encourageais toujours mes parents à faire cet exercice, à aller voir un psychologue, à écrire un livre, à parler, même faire des interviews justement. Mais moi, c'est comme si j'avais pas vécu le truc quoi. Tu vois, c'était vraiment. Mais là, non, c'est d'une nécessité est venue vraiment finalement l'envie quoi, de guérir. Et tes parents n'ont pas été... c'est vraiment toi qui voulais pas poser plus de questions pour te protéger. Est-ce que tu as eu l'impression que tes parents ne voulaient pas trop en parler non plus ou eux, ils étaient assez ouverts sur le... Non, franchement, ils étaient ouverts. Hein. Ils ont toujours été ouverts. Alors c'est vrai qu'ils n'ont... En fait, je pense qu'ils n'y ont pas pensé. Parce que comme on l'a vécu, elle se disait qu'on se souvenait, quoi. Franchement, c'était pas forcément un tabou. Mes frères et sœurs qui l'ont vécu étaient plus grands, donc ils avaient des souvenirs beaucoup plus clairs, ils savaient très bien ce qui s'était passé. Donc on en a même jamais vraiment parlé, quoi. Parce qu'on se disait, on a vécu, on sait ce qu'on a vécu. Voilà. Peut-être Eliel, elle a oublié, parce qu'elle, pour le coup, elle avait 3 mois. Mais sinon, on se disait que... En tout cas, mes parents, ils l'ont pas caché. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais parce qu'on se disait, on l'a vécu, c'est tout, quoi. Et t'es jamais retournée au Congo après ça? Non. Je crois que j'ai une peur bleue. Ouais. J'ai failli retourner au Congo avant le Covid. Okay. Parce que, en fait, avec le CEL, on devait aller au Kenya pour faire une visite terrain, parce que j'ai jamais eu l'occasion de voir le travail de compassion sur le terrain. On avait tout prévu et on se disait avec mes parents que peut-être ce serait l'occasion d'aller au Congo, quoi, parce que Kenya... en fait, c'est le dernier territoire sur lequel j'étais en Afrique. Et donc déjà, juste ça, pour moi, c'était incroyable, quoi. Et en fait, c'était une source d'angoisse immense. Okay. Parce que j'avais prévu de recommencer à faire des suivis avant d'aller sur place. On n'a pas eu l'occasion, et puis de toute façon, le coronavirus, une semaine avant d'arriver au Kenya, de partir, et les frontières ont été bloquées. Okay. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur place. Par contre, mes parents, ils sont déjà partis.
Mais pareil, ils sont jamais retournés à Bukavu. Ils sont allés à Kinshasa, mais c'est super loin, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est comme si t'étais parti dans un autre pays, limite, parce que c'est tellement loin. Super grand, Ouais, et ma mère, elle y allait 2 fois. Mon père, je pense qu'il y allait, ça faisait peut-être plus de 20 ans qu'il n'était pas retourné chez lui, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même une petite appréhension. Par peur, par traumatisme, ou par aussi le fait qu'il était toujours en danger Franchement, je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Moi, je sais que je me sens en danger. Est-ce que c'est vrai? Finalement, j'en sais rien. Mais je sais que je me dis toujours que quand on va... Enfin, qu'au pays, ils ont aussi cette mémoire des visages, de tout. Je sais que moi, on me dit tout le temps que je ressemble vraiment à mes parents. Alors, j'ai pas envie... j'ai trop peur, quoi, tu vois, qu'on me reconnaisse, alors que j'ai... Enfin, je pense que peut-être que les gens sont passés à autre chose, que mon père n'est pas recherché, je sais pas. En fait, vraiment, je sais pas. Et puis, en fait, ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont restés, après mon père, il y a eu des morts, quoi. Donc ça, par contre, même si le temps a passé, ça reste vrai. Il y a des gens qui sont morts. Et je pense que c'est peut-être trop vrai pour moi, alors peut-être encore plus pour mon père, parce que c'était ses amis. Et ma mère aussi. Et je sens quand même en ce moment qu'il y a une vraie volonté de retourner à la maison, quoi. Tu vois. Mais pour moi, il faudrait passer par... encore des séances de psychothérapie pour me préparer, parce que je me dis, si je pose un pied au Congo, déjà au Kenya, juste ça me faisait quelque chose, je m'évanouis. Je pense que c'est trop d'émotions, mais en même temps j'ai envie de faire découvrir mon pays à mes enfants, quoi, parce que je l'ai oublié, mon pays. J'ai encore la langue et j'essaie de m'y accrocher tant bien que mal, mais je peux même pas écrire ma propre langue. Ma langue, moi j'aime pas trop parler de dialecte, donc ma langue, on va dire qu'on appelle dialecte aujourd'hui, le machi, je la parle même pas, donc tu vois, je sens que vraiment il y a des choses qui s'effacent. Il y a des choses qui s'effacent, et j'ai envie de transmettre encore tout ce que je peux à mes fils et d'aller, je pense que ce serait une espèce de réparation, en fait, hein, d'aller faire un voyage initiatique, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu penses que ça servirait de réparation, justement, ce genre de voyage? Bah parce que moi en particulier, je sais pas comment mes frères et sœurs, eux, parce qu'ils ont plus vu de choses, mais moi, déjà, ça me donnerait une vraie image, puisque finalement, j'ai que des souvenirs et que des appréhensions. Donc ça me permettrait de voir le pays tel qu'il est, et aussi une réparation, parce que bah, on est parti en fuite, quoi. Donc revenir en paix, ce serait de se dire, ouais, je peux rentrer chez moi, je peux faire le choix de revenir, enfin de repartir là où je vis, donc ici en France, tranquillement, quoi. Pas me dire, je pars et je sais pas quand je vais revenir, je sais pas qui je vais revoir, parce que toute ma famille, elle est là-bas. Moi, j'ai perdu ma grand-mère maternelle, j'ai pas pu lui dire au revoir, on n'a pas pu l'enterrer, ça reste, enfin pour moi, c'est des trucs qui m'ont vraiment choquée. Et je sais que je voudrais renouer avec mon pays, me dire, je sais pas, aimer mon pays sur place, quoi. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'on dit souvent que quand on part, on est encore plus attaché à son pays. Et du coup, j'ai envie d'avoir quelque chose de vrai et de voir ma famille, quoi. Ils m'ont vu, il y en a, j'ai jamais vu, en fait. Il y a des oncles que j'ai jamais vus parce qu'ils n'étaient pas à Bukavu quand on est parti. J'ai cette phrase toujours de ma grand-mère maternelle qui a dit à ma mère, en fait, moi je l'ai pas entendu, c'est ma mère qui me l'a rapporté. Quand on partait, elle dit à ma mère, Esther, est-ce qu'on se reverra un jour? Et je vais pas pleurer. Mais ma mère, elle lui dit oui. Et je crois aussi qu'elle lui a dit oui parce qu'on a un espoir qui est au-delà de se revoir physiquement. Mais moi, quand elle m'a raconté ça, ça me perturbe, quoi. Parce qu'en fait, ma mère, elle lui a dit oui, mais en fait, non. Elles se sont pas revues, quoi. Et j'aimerais que ce oui que ma mère, elle a dit, bah, il soit vrai pour tous les autres membres de notre famille. Parce qu'ils sont toujours là. Et qu'on les a un peu abandonnés. Alors, c'était pas de notre plein gré, mais on les a laissés eux, et eux, ils sont sur place, et eux, ils vivent des trucs quand même assez compliqués, quoi. Même s'ils sont obligés de vivre, la vie, elle est possible, finalement, on le sait. Mais dans quel contexte, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que le fait que tu sois partie en fuite et en guerre, tu as toujours l'impression d'être toujours de pas avoir trouvé cette paix finalement par rapport au pays, mais par rapport à l'histoire, au conflit et tout ça? Ouais. Est-ce que c'est toujours un truc même que tu vis intérieurement tous les jours? Bah, je pense, oui. Je pense que je suis un peu en conflit perpétuel parce que j'ai pas cette paix, parce qu'en fait, même si c'était pour me sauver, hein, finalement, on m'a arraché, quoi, à tout ce que j'avais.
pour me mettre dans un contexte complètement différent. En fait, c'est comme si, en venant en France, on m'avait imposé la paix. C'est bizarre hein, de se dire ça, mais on m'a imposé la paix, mais en m'imposant cette paix, on m'a arraché ma famille, on m'a arraché mes racines, on m'a arraché tout. Et alors, bon, on est arrivé en France, on parlait déjà français et tout, donc on n'était pas complètement déboussolés. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que j'arrive pas à être tranquille et avoir une paix profonde. Enfin, en tout cas, par rapport à cette histoire de territoire, quoi. Ouais, je me sens... Alors, c'est pas que je me sens pas chez moi, parce qu'en fait, je me sens complètement chez moi ici. J'ai complètement adopté la France, et je crois que la France m'a complètement adoptée, j'espère. Mais en plus, même ma nationalité, hein, je suis de nationalité française. Mais finalement, même ça, eh ben, ça me dérange un peu. Je voudrais pouvoir dire que je suis congolaise, que j'ai la nationalité congolaise ou avoir une binationalité. Tu l'as pas, la Ah non, je l'ai pas nationalité. parce qu'en fait, je crois qu'on peut pas cumuler les deux nationalités. Je crois que c'est un truc comme ça, genre la nationalité congolaise, c'est pas possible. D'accord. Oui, je crois que quand t'es congolais tout seul. Quoi. Ouais. Je crois que c'est vrai. Hein. C'est trop bizarre et je suis très fâchée contre le Congo à cause de ça parce que je voudrais, tu vois, rien que ça pour pouvoir dire je le suis encore quoi, que j'ai pas rejeté qui j'étais parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir rejeté une partie de moi complète et ouais c'est trop bizarre et en même temps j'ai envie de dire il y a cette espèce de réconciliation quand même qui est dans mon cœur en fait parce qu'en fait t'es obligé de le faire un moment sinon je crois que tu deviens fou tu as des maladies parce que ton corps il se manifeste naturellement quoi mais je crois qu'il y a quand même une paix que le Seigneur il nous donne tu vois et je me dis c'est parce que maintenant il me donne cette paix que j'arrive à envisager un retour et quelque chose en tout cas de possible mais dans le calme parce que c'est vrai que quand là on parle de revenir avant je l'envisageais mais tout de suite j'étais en panique quoi en panique parce que je suis partie en panique mais je pense que ouais avec la thérapie avec le Seigneur on arrive à se calmer et à envisager un avenir possible et puis peut-être que j'y retournerai jamais. Est-ce que je vais vivre bien si j'y retourne pas, quoi? C'est ça aussi de se dire que si j'y arrive pas à y retourner, je sais pas moi, à cause d'un contexte sanitaire par exemple ou autre, bah je puisse quand même trouver la paix et de me dire je sais qui je suis, j'ai quand même une identité qui au-delà peut-être d'être congolaise, tu vois, je peux la trouver en Christ, je peux la trouver en ma famille, essayer de construire quand même qui je suis, de me dire que oui, on m'a arraché une part de moi, mais que je peux la retrouver autrement et puis je peux aussi tout simplement parce que je crois que j'ai besoin d'être congolaise en fait et que je peux l'être avec mon histoire quoi mais ça c'est je crois que c'est encore un travail que je dois faire hein. Parce que je me sens pas du tout enfin je sais pas quand je parle je me sens congolaise arrachée quoi Ouais. Si tu te dis que tu y retourneras pas, ça te pose problème aujourd'hui, t'as envie d'y retourner. Ouais. Ça me pose problème. Je vois pas pourquoi j'y retournerais pas. Même si le contexte était compliqué au niveau des conflits quoi, armés, j'ai l'envie. J'ai l'envie d'y retourner. Je me dis, il faut le faire tant que j'ai l'envie. Ouais. Parce que si la peur revient, j'en serais incapable. Donc j'ai une petite peur quand même. Mais ça, c'est parce que je connais pas le contexte. Et en fait, on a quand même des amis qui y retournent régulièrement. Donc c'est vrai, ils ont pas notre histoire. C'est pas notre famille, mais ils y vont. Et quand ils y vont, ils reviennent. Ouais. Et ils l'ont fait plusieurs fois, donc c'est possible. Je me dis d'y aller et de revenir. Et tu devrais le faire avec tes parents, justement? Je crois qu'il faut. Ouais. Moi, déjà, je pourrais pas y aller seule. je parle Swahili, mais vraiment, c'est un Swahili maintenant voilà, qui est beaucoup, enfin, mélangé avec beaucoup de français. Et c'est le Swahili d'une enfant de 4 ans, finalement. Même si je le pratique. Mais non, je le pratique pas beaucoup parce que mes parents parlent français depuis toujours. Donc, on parlait français à la maison. Donc, déjà, juste la langue, je pourrais pas dire grand chose. Je pourrais m'exprimer, mais je serais perdue au bout d'un moment. Et même pour savoir chez qui aller, où aller, comment y aller, je sais que. Je crois qu'on. Bah déjà, je serais obligée de passer par un autre pays et ensuite de prendre peut-être la voiture. Enfin, j'ai besoin d'y aller même avec mes parents parce que c'est eux qui. Enfin, c'est avec eux que je suis partie. Et peut-être qu'y aller, il y aurait une espèce de réconciliation si j'y vais. Alors, avec ma mère, hein, forcément, puisque mon père était déjà parti. Mais ouais, j'ai besoin d'être accompagnée. Alors, mes frères et sœurs, pas forcément. Ouais. Je pense qu'il y a eu une période où tous ensemble, on ne voulait pas y aller.
On voulait pas y aller parce que déjà on ne pouvait pas. Le contexte était toujours trop dangereux pour nous. Et parce qu'ensuite on s'est dit, bah en fait, on est bien là, quoi. Et au début, ah oui, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on pensait pas qu'on allait rester en France. On pensait que c'était juste pour un temps et qu'on allait retourner au pays. On n'est jamais revenu. Je crois qu'on se disait que c'était un maximum 10 ans et qu'après on retournerait vivre chez nous, quoi. Donc déjà, il y a eu ça. C'est qu'on est arrivé en se disant, on va repartir. Puis ensuite, le temps a fait qu'on est resté et qu'on s'est dit, en fait, on est bien là. Là-bas, on sait pas trop. On reste. Est-ce que t'es fâchée contre des gens, toi? J'ai été fâchée contre... alors, je savais pas vraiment contre qui, mais j'étais fâchée contre... j'étais fâchée contre les Rwandais. Ah si, c'est vrai ça. Mais beaucoup, hein. Vraiment, je crois que toute ma colère et toute ma peur, elle s'est déversée sur les Rwandais. J'avais une peur terrible de rencontrer des Rwandais, parce que donc dans ce conflit, et je crois, les personnes qui cherchaient mon père, mais là c'est un gros je crois, étaient rwandaises. Et je me rappelle, en fait, j'ai envie de dire au Congo, mais pas forcément, en tout cas, à ce moment-là, on pouvait reconnaître les gens vraiment. Tu pouvais savoir qui était rwandais, qui était congolais, juste physiquement, quoi. Et donc, moi, je vois très bien un rwandais dans la tête. Et j'avais une peur bleue des rwandais. Mais c'est incroyable. Qu'importe. Alors, si on les voyait à ce moment-là, encore pire, enfin, quand on était dans la fuite. Mais même des années plus tard, j'étais au lycée, j'ai eu une amie rwandaise. Alors, j'avais tout de suite repéré qu'elle était rwandaise parce que je l'ai vue physiquement. Et un jour, elle m'avait invitée chez elle. Ah, je me rappelle, c'était rigolo, hein. Elle m'a invitée chez elle. Déjà, je voulais demander la permission à ma mère. Mais j'avais trop peur qu'elle dise non. Parce qu'elle était rwandaise, alors que ça se trouve, ma mère, elle s'en fichait complètement, j'en sais rien. Mais j'ai rien dit. Et quand on est arrivé dans la maison, dans le salon, il y avait une grosse affiche en bois avec marqué Rwanda. Et alors là, j'ai flippé. J'ai eu mon cœur qui a commencé à battre hyper fort. Je lui ai dit, on peut sortir, on peut aller dans ton jardin. Je voulais pas paraître trop louche. Et j'étais persuadée qu'elle fomentait quelque chose, quoi. C'est incroyable, mais j'étais sûre et certaine qu'elle voulait me tuer, quoi. Alors que pas du tout. Elle sait même pas qui je suis. Enfin, je l'ai rencontrée au lycée des années plus tard. Mais j'avais peur. Et j'ai encore aujourd'hui peur, hein, en fait. Hein. J'ai travaillé dessus, mais j'ai encore peur des Rwandais. Et en fait, je sais pas pourquoi, parce que je pourrais avoir peur ou être fâchée contre, je sais pas moi, les États occidentaux qui permettent, je trouve quand même assez comment dire ça, de perturber, on va dire, cette zone-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de richesses à prendre, des choses comme ça. Donc je pourrais être fâchée, mais là c'est plutôt, non, j'y pense pas, j'ai tout déversé sur les Rwandais. C'est vraiment. Mais ouais, j'ai quand même appris, en allant à plusieurs rencontres de jeunes chrétiens, j'ai quand même rencontré des personnes rwandaises et j'ai réussi à créer des liens d'amitié, quoi, et de confiance. Mais dès que je rencontre quelqu'un de rwandais, je sais que j'ai travaillé avec une rwandaise et que quand elle m'a demandé mon nom, j'ai eu des sueurs froides. Alors qu'elle m'a juste demandé mon nom parce qu'on travaille ensemble, donc il fallait que je dise mon nom pour pouvoir travailler avec elle. Et instinctivement, c'est même pas mon prénom qui est sorti, c'est mon surnom. Parce que je sais pas, je suis encore dans ce mode protection. Je lui ai dit, je m'appelle Betty. Et puis, je suis repartie travailler, quoi. Okay. Donc ouais, non, j'ai peur. Enfin, j'ai eu peur en tout cas des Rwandais et je me méfiais beaucoup, quoi. Des personnes, je peux pas faire confiance à un Rwandais, quoi. C'est pauvre, franchement. Ouais. Est-ce que t'as ça a impacté d'autres choses dans ta vie parce que tu disais que t'as un peu refoulé ces souvenirs, que c'est revenu récemment. Est-ce que t'as l'impression que même à l'époque où tu refoulais un peu ces souvenirs, ça a eu un impact en fait sur ta vie, je sais pas dans quel domaine, mais oui, je pense dans plusieurs domaines. Parce que je m'en suis rendu compte récemment, mais en fait quand on regarde maintenant, quand j'étais ado, j'ai eu un début de ce qu'on appelle une dépression de l'adolescent. Et en fait j'ai développé de la trichotillomanie, donc je m'arrachais mes cheveux. Et c'est des moments où t'es un petit peu en... Enfin, ça continue d'ailleurs aujourd'hui encore un petit peu, hein, mais c'est des moments où t'es complètement off, t'es complètement déconnecté. Et du coup, tu t'arraches les cheveux parce que ça te fait pas mal du tout. En fait, ça te permet de te déconnecter et t'es autre part. Et c'est ce que mon psychothérapeute me disait finalement, c'est que j'avais développé des mécanismes de protection qui faisaient que j'oublie des choses,
je suis à l'aise assez facilement dans le conflit, justement. Ah ouais? Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des disputes, des choses comme ça. Alors moi, pas du tout. Ok. Parfois, je sens même que c'est nécessaire de passer par là pour remettre certaines choses en place. Ça, c'est clairement à cause de ça. Moi, je me rendais pas compte, mais c'est en faisant cette thérapie que on s'est dit ça. Et donc, quand j'étais adolescente, ces angoisses sont revenues, mais je savais pas trop à quoi elles étaient dues. Il y a eu la trichotillomanie. Quand je suis passée à la fac, en fait, dès que j'avance, finalement, ouais, dès que je fais autre chose dans ma vie qui fait que je grandis ou que je dois passer des caps importants, j'ai tout ce bagage qui est derrière moi qui vient me rattraper. Et donc à la fac, j'ai encore une fois frôlé la dépression. J'ai dû arrêter mes études et partir faire autre chose parce que j'arrivais même plus à vivre et j'ai des moments où j'étouffe et on ne sait pas pourquoi. Parce que tout va bien dans ma vie, j'ai aucun problème. Et alors je sais pas si je peux en parler parce que j'ai d'autres choses qui se sont développées. En fait, en faisant cette thérapie, là on rentre dans du lourd, hein, on rentre vraiment dans du lourd. Mais en fait, mon médecin a remarqué que j'avais développé ce qu'on appelle un vaginisme. Et finalement, c'est des choses en fait qui sont apparues parce que c'est des mécanismes de protection. Parce que mon corps s'est complètement fermé à tout. À tout, donc mon cerveau, mais physiquement aussi. Donc ça crée même des douleurs qui ne sont pas médicalement, il n'y a rien. Donc j'ai eu plein de batteries d'examens pour savoir si j'avais des maladies, si j'avais quelque chose qui faisait que j'avais ces douleurs. En fait, pas du tout. C'est vraiment un mécanisme de protection. Et c'est vrai, puisque à la suite de ma psychothérapie, ça a quasiment disparu. Et c'est vraiment de... Ouais, ça m'a... alors j'étais pas forcément au courant, mais effectivement, ensuite, dans ta vie, une fois que j'étais mariée, je m'en suis rendu compte. Et si j'avais pas eu cette psychothérapie, je pense que je m'en serais pas sortie parce qu'on avait remarqué tout ça, mais on savait pas quel était le problème. Donc j'ai vu beaucoup de spécialistes, mais personne ne pouvait me permettre de guérir parce qu'en fait c'était psychologique, quoi. Ça c'est quelque chose que je pense je pense que c'était le plus gros chantier. Et ces mécanismes de protection, maintenant j'y fais attention parce que finalement je sais que c'est ce que mon cerveau fait. Alors tout le monde, hein, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. Mon cerveau coupe. Il coupe vraiment. Pas de souffrance, pas de frustration. On oublie et on fait comme si rien ne pouvait nous faire de mal, quoi. Il faut se fermer, il faut se protéger. Mais du coup c'est vrai que il y a plein de syndromes. Je sais qu'aussi je somatise énormément. Beaucoup de choses sont dues à ça. Et c'est peut-être bizarre de dire que ce conflit, tout ce que j'ai vécu explique tout ça, mais en fait c'est peut-être aussi simple que ça explique beaucoup de ce que je suis parce que mon cerveau a dû se construire avec ça et a dû se protéger de ça et pour continuer à vivre en fait c'était, je pense, peut-être soit de ça, soit j'en sais rien moi, la dépression sur un temps immense. Donc il s'est dit non, on va protéger tout ça. Et en fait je suis super reconnaissante parce que pour moi c'est aussi je le vois comme si c'était le Seigneur aussi qui a permis que je puisse un temps en fait oublier pour vivre et pour pouvoir me construire et qu'au moment au moment venu avec la venue de mon fils, et c'est le moment où ok, là c'est bon, tu peux le faire, j'ouvre les vannes, quoi, et c'est parti. Il y a un travail à faire. Maintenant, c'est le temps de la guérison. Je pense qu'au début, il y avait un temps de protection, et maintenant, c'est le moment où, peut-être aussi, parce que je suis adulte, je suis grande, je suis maman, il faut passer à autre chose, j'ai quelque chose à transmettre, j'ai des gens à protéger. Tu vois, c'est des choses qui reviennent, et donc, ça a impacté ma vie, ça c'est sûr et certain. Du coup, toi, t'es chrétienne. En quoi le fait que tu sois chrétienne, est-ce que ça change dans ta gestion de tes souvenirs et de ce conflit que tu as vécu? Ça change tout. Franchement, c'était un peu une réponse facile, mais je vais développer, ça change tout. Parce que déjà, juste le fait d'avoir eu cette thérapie dans des conditions un petit peu particulières et de l'occasion de pouvoir la faire, ça pour moi c'est une grâce. Parce que j'aurais pu, je sais pas moi, continuer à chercher puisque je pensais que j'avais autre chose. Et moi je pense que le fait que j'ai rencontré ce médecin qui était disponible à ce moment-là pour qu'il puisse me faire cette thérapie, ça c'est une grâce. Et c'est vraiment un temps pour moi qui était voulu par le Seigneur, comme je l'ai dit un petit peu avant, de réparation.
là c'était le temps que Dieu a choisi pour me réparer. Et si je devais lire aussi mon histoire, à la lumière de la présence en fait de Dieu dans ma vie, et ben je vois la protection depuis le début, parce qu'on a vécu des choses vraiment à tout moment on aurait pu mourir. Et puis il s'est passé des choses aussi atroces au Congo, les viols des femmes, d'enfants, bah finalement tout ça, moi je l'ai pas vécu. Je sais pas si d'autres personnes dans ma famille l'ont vécu, mais en tout cas dans ma famille nucléaire je ne crois pas, et ça c'est une protection immense. Chaque étape en fait, puisque donc il y a eu plusieurs étapes avant notre arrivée en France, euh, le départ jusqu'à à la frontière, être recueilli par Amnesty International, en fait, on voit vraiment, et je trouve clairement la main de Dieu qui protège ses enfants, quoi. Je peux que le voir comme ça. Et le fait d'être arrivé ici, de retrouver mon père, on savait pas s'il était vivant, il aurait pu justement, j'en sais rien, peut-être même être dans notre pays, je sais pas comment ils ont fait tout ça, mais non, on est arrivé en France, et je sais que c'est quelque chose qui est pas, enfin c'est pas automatique d'ailleurs. Nous quand on arrive en France, mes parents avaient déjà leur papier. En fait, ils pouvaient travailler tout de suite, tout avait été mis en place. Vraiment, c'est, enfin, on connaît aujourd'hui la galère qu'ont certains réfugiés et d'autres personnes tout simplement qui viennent pour vivre en France. Nous, on n'a pas eu... alors, on a dû attendre pour avoir des papiers, pour être français. Mais ça, c'était notre volonté. Mais pour travailler, mes parents pouvaient travailler tout de suite parce qu'ils étaient reconnus réfugiés politiques. Donc vraiment, je trouve que le Seigneur, en fait, nous a arrachés, tout simplement, d'une situation dangereuse pour nous permettre de venir ici. Et alors là, je le vois avec mes parents, parce que finalement, c'était eux. Avec leur formation aussi. Mon père, il a pu tout de suite être pasteur. Ma mère, elle a dû refaire des formations. Elle a travaillé dans la cuisine, en fait, ensuite, parce que ma mère, elle était de formation théologique aussi. Mais ils ont pu travailler. Ils ont pu travailler. On a eu, avec le temps qu'il fallait aussi, mais on a eu un logement. Et puis ensuite, on a pu vivre notre vie. Donc, je trouve que vraiment, c'est très clair à quel point le Seigneur nous a portés sur sa main, quoi, dans ses mains. Et nous a enlevé d'une situation beaucoup trop dangereuse pour nous. Et ça j'en suis reconnaissante. On sait qu'il y a plein de gens qui vivent ces situations-là de guerre et qui perdent leur famille. Ce que j'ai vécu était choquant, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vu la mort. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça. On nous l'a, enfin, le Seigneur nous l'a vraiment évité. Et après, donc, ouais, cette thérapie, je trouve que vraiment, c'était dans le temps de Dieu. Chaque étape, c'est comme si, ouais, il y avait des étapes à chaque fois, le Seigneur qui permet, qui ouvre des portes, qui enferme d'autres, parce que c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants, en fait. C'est, ouais, je trouve que c'est une évidence pour moi, quoi, de voir la main de Dieu là-dedans. Parce qu'il pourrait y avoir des gens justement qui pensent que le fait qu'il y ait des guerres, le fait que vous ayez quand même vécu des trucs choquants, enfin, t'aurais pu être en colère finalement contre Dieu. Oui, c'est intéressant ce que tu dis du coup, de pas voir la main de Dieu dans le désastre et dans la guerre, mais de le voir dans les grâces que t'as eues au milieu du désastre. Du chaos. Non, mais c'est vrai. Alors, j'ai jamais pensé, tu vois, au fait que j'aurais pu dire que c'était à la faute de Dieu qu'il y avait ces conflits. Et je pense que c'est parce que c'était très clair que c'était des conflits d'hommes, en fait. Vraiment, c'était... Ouais, c'est tout simplement des conflits d'hommes. Et dedans, Dieu, il protège ses enfants. Alors, c'est vrai, on peut dire que c'est un peu facile comme réponse, parce qu'il y a des gens qui sont aussi... On est tous les enfants de Dieu, et qui ont vécu des choses atroces parce qu'ils sont restés sur place, et dans d'autres endroits du monde. Mais je crois qu'il faut pas confondre, ouais, il faut attribuer aux hommes ce qui est aux hommes. Et là, clairement... et d'ailleurs, moi, je pense dans tout conflit, on le voit bien, ce sont des conflits, des enjeux de pouvoir, là, c'est quelque chose, enfin, clairement géopolitiquement, il y a quelque chose de particulier au Congo. Et là-dedans, non, là-dedans, il y a la grâce, en fait. C'est ça, en fait, c'est que dans des conflits d'hommes, les conflits d'hommes n'arrêtent pas la grâce de Dieu. Voilà, je pense que c'est ça le truc. Et à aucun moment, j'ai jamais été en colère contre Dieu pour ça, vraiment. C'était naturellement, depuis toujours, je savais que on vivait sous sa protection, quoi. Vraiment caché dans le creux de ses mains. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Et comment, avec ton expérience et ton vécu, tu vois d'autres conflits qui ont lieu maintenant? Par exemple, je sais pas, le conflit en Ukraine récemment.
Est-ce que ça te fait avoir un regard différent dessus? Oui, différent. Est-ce qu'on peut dire différent? Je sais pas. Parce que au tout début, là, quand on a appris que donc, la Russie avait envahi l'Ukraine, j'y ai pas trop prêté attention. Et je crois que c'était le lendemain. C'est là que le président avait dit aux hommes en fait de plus partir, de plus quitter le territoire. Et là, j'ai vécu une angoisse. Alors je me dis, est-ce que c'était un regard différent? Pas trop, parce que finalement j'ai été replongée un petit peu dans des angoisses. Parce que je me suis dit, oulala, là là là, nous, si c'était passé comme ça au Congo, euh, en fait, mon père, il aurait pas pu partir, on n'aurait pas pu s'échapper. J'ai un peu. Vraiment, j'ai mal vécu cette période-là enfin, avec l'Ukraine parce que en fait, ça m'a trop replongé dedans et je me suis dit, waouh, en fait, ce qu'on a vécu, c'était tellement loin qu'on était ici, je me sentais un peu, genre, on va dire, protégée. Je me disais, ça peut pas arriver ici. Vraiment, ce genre de conflit, c'est que dans des zones. En fait, c'est bête de dire ça, mais c'est que en Afrique, quoi, tu vois. Je me dis, c'était que en Afrique, il y a des gros conflits comme ça. Ici, en Europe, on est hyper protégés, mais en fait, j'avais oublié qu'en Europe, en fait, il y a aussi des hommes, tout simplement, tout simplement. Et c'est bizarre de dire ça. Enfin, ouais, c'est bizarre de dire ça parce que c'est comme si j'avais l'impression qu'ici, il y avait une providence, quelque chose vraiment où on est protégé. Mais en fait, non, dans ce conflit, je me suis une fois en fait que tout ça a commencé, que j'ai un peu pris du recul par rapport à mon angoisse première, je me suis dit en fait non, ouais, on est en plein conflit d'hommes encore une fois. Et je crois que là on l'a bien vu avec des égos immenses et des enjeux où en fait enfin, les civils, j'ai envie de dire nous, quoi, on est dépassé en fait par des sujets qui sont au-delà de nous. Et là, je pouvais faire un parallèle immense parce que finalement, on n'était pas dans une zone où il y a de l'or ou tout ça, comme au Congo, enfin des choses, des minerais intéressants, mais où il y avait un intérêt autre. Et en fait, c'est cet intérêt quoi qui mène tout le monde. Et là, je trouve qu'on pouvait faire un parallèle quoi. Parce que là où il y a un intérêt, on pense plus aux vies, on pense que bah, au profit, aux enjeux, au pouvoir, à se placer. Et là, je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a des gens des enfants, je suis particulièrement touchée par les enfants, qui sont en train de vivre quelque chose que moi j'ai vécu, quoi. Il y avait des enfants qui marchaient, je crois, jusqu'à je sais plus combien de jours pour se retrouver en Roumanie, tout seul. Moi, j'ai eu la chance, dans le malheur, de le vivre avec ma mère. Et c'est vrai que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et là j'ai crié à Dieu, je dis, Seigneur, tu nous as pas retirés du Congo pour faire vivre ça, en fait. Et là tu vois, c'est marrant, hein, parce que là, je me suis dit, Seigneur, tu peux pas faire vivre ça aux gens. Et c'est marrant parce que, tu vois, dans notre conflit au Congo, je me suis jamais euh, posé la question de dire adieu. Et peut-être c'est parce que là, j'étais un peu adulte, tu vois. Parce que quand on est un enfant, on fait confiance. On est dans la confiance et là je me suis un petit peu genre rebellée contre Dieu. Alors je dis rebellée vite fait parce que je sais très bien que c'est pas la faute de Dieu, tu vois, mais là avec des yeux d'adulte, même si je savais que c'était un conflit d'hommes, je me suis dit Seigneur, s'il te plaît fais quelque chose. Et en fait le Seigneur il fait quelque chose et il a permis à plein de gens de pouvoir être mis de côté et il a permis aussi, alors avec tout le contexte, mais il a permis aussi, je pense, un élan de solidarité et d'amour en fait forcé parce que je trouve que ce que j'ai vu aussi dans ce conflit-là et que j'ai vu avec Amnesty International et tous les gens qui nous ont accueillis quand nous on fuyait le Congo, c'est que dans la détresse immense, en fait, on en revient à des choses basiques, l'accueil des uns des autres, l'amour, l'ouverture vers l'autre. En fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est que quand on est dans nos conflits d'hommes là, bloqués, à un moment, on est obligé quand même. On est obligé de revenir au basique, quoi, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de vivre ça nous, parce on veut l'éviter aux autres. Alors vraiment, je dis avec tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a eu évidemment d'autres choses. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu aussi. C'est ce que je me suis dit, ah, dans des conflits comme ça, comme pour nous, quand Amnesty International, ils ne nous connaissaient pas du tout. C'est des gens qui se sont mis en danger, en fait, hein, pour nous protéger. Et ben là, c'est pareil. Il y a un élan d'amour, et ça se voit que ça vient pas de nous, en fait, qui nous permet de dire, je me mets à la place de l'autre, et je veux le protéger, quoi. Ça, je pense que j'ai retrouvé un petit peu cet amour, en tout cas, cette envie de protection des autres, qu'il y a eu pour les Ukrainiens.
Peut-être ce sera la dernière question. Est-ce que tu as une espérance au milieu de tout ça? Ouais. Oui, parce que si on n'avait pas d'espoir, on est perdu, quoi. Si on n'avait pas... Et si on comptait que sur les hommes, justement, franchement, je pense que si on... s'il n'y avait pas Dieu, quoi, si on était dans un monde, alors, c'est pas possible, si on était dans un monde où il n'y avait pas Dieu, alors là, j'aurais aucun espoir. Vraiment, c'est peut-être dur de dire ça, mais j'aurais aucun espoir parce que je sais que, en fait, cet élan d'amour, il vient pas de nous, en fait. On le sent. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est presque... ouais, c'est comme si l'amour de Dieu, la présence de Dieu, sa bienveillance, elle s'obligeait en nous, quoi. Même si, pour ceux qui n'y croient pas, elle est quand même là. La présence de Dieu, elle est là. Et c'est ça qui nourrit cette espérance. Parce que si Dieu n'était pas là, on serait vraiment mal, quoi. On serait vraiment mal parce qu'on n'aurait pas... on n'aurait pas cet amour naturel en fait qui est en nous, qui est quelque part à aller chercher au fond de nos cœurs, je pense, mais qui est là quand même. Donc ouais, je pense que c'est vraiment la présence de Dieu. Je me rappelle plus exactement comment tu as formulé ta question, mais c'est Dieu qui donne cette espérance. Ouais, moi vraiment c'est l'amour de Dieu, c'est Jésus en nous, c'est son esprit qui agit, qui permet qu'on puisse avoir de l'espérance, qu'on puisse se dire il y a quelque chose de plus que ces conflits, il y a une paix en fait, parce que peut-être c'est ça aussi, ce que je me dis, et c'est peut-être là encore l'espérance, peut-être des fois on rentre dans tous ces conflits parce qu'on n'arrive pas à être en paix, quoi. On recherche une paix parfaite entre hommes qui n'est pas possible, mais qu'on ne peut trouver qu'en Dieu, qu'on ne peut trouver que qu'en l'action de Jésus-Christ qui nous réconcilie. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui me donne, en tout cas, et c'est ça le vrai espoir, quoi. Qu'il y a une paix possible au-delà de tout ça, qu'il y a une réconciliation possible, qu'il y a un amour pur, naturel, sans arrière-pensée, qui est possible, mais qu'il est possible que en Dieu. Et que là, il y a quelque chose à faire dans nos cœurs d'hommes, quoi. Il y a un véritable travail, il y a quelque chose à accepter, c'est vrai. Mais il y a un espoir immense, quoi. Énorme. Il y a beaucoup à recevoir. Et il y a la tranquillité à trouver, quoi. Ouais. Voilà.